Bonjour à tous, vous êtes prêts? Alors on va aller dans le Nord, en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, grâce au reportage des 24 rédactions régionales de France 3. On va faire de belles rencontres, on va suivre le quotidien de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour le bien de tous. Un exemple avec les mères nourricières. Ce sont ces bénévoles qui capturent en douceur les chats sauvages pour les faire stériliser. C'est aujourd'hui devenu primordial dans les grandes villes pour éviter la prolifération des chats. C'est ce que nous verrons à Marseille. On parlera de lait de jument, un lait qui n'est pas reconnu comme lait infantile. Il a pourtant de vraies propriétés. Nous en discuterons avec une mère de famille qui aimerait voir la réglementation évoluer et elle nous dira pourquoi. Avant cela, on rejoint les musées. Pas toujours facile, en particulier pour les enfants, de rester des heures concentrés. Alors, on a recensé une série d'astuces existantes pour profiter pleinement des offres culturelles dans votre région et vous faire aimer les musées. C'est l'instant pratique. Il y en a pour tous les goûts, des dinosaures à l'art contemporain, en passant par les peintres classiques ou le design. En France, les musées sont légion. Ils enregistrent 60 millions d'entrées par an, mais peinent à attirer de nouveaux publics. Rébarbatifs, élitistes, ennuyeux, les préjugés persistent et pourtant la culture se met au diapason de son époque. Réduction, formule adaptée au handicap ou aux fans de nouvelles technologies, l'offre se diversifie. L'instant pratique vous donne quelques idées pour rendre la visite plus attrayante. Et d'abord, c'est le nerf de la guerre, comment rendre la culture accessible à tous et donc à toutes les bourses, notamment à celles des plus jeunes. Conseil numéro 1, privilégier les passes, les cartes multimusées. Dans les Pays de la Loire, les 15-19 ans peuvent acheter un pass sur leur mobile et obtenir jusqu'à 130 € de réduction sur leurs activités sportives et culturelles. Payer 8 € pour avoir des réductions et pouvoir accéder plus facilement à la culture, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. En Alsace, le Museumspass Musée donne un accès illimité pendant un an à 320 sites dans 3 pays, la France, l'Allemagne et la Suisse. Prix 108 € pour un adulte qui peut emmener jusqu'à 5 enfants gratuitement. Cette famille en profite tous les ans. Avec les enfants, on ne peut pas voir une exposition pendant 2 heures, c'est trop long. Mais du coup, je ne me fais pas de soucis, je peux revenir quand je veux. Ich muss mir keine Sorgen machen, ich kann jederzeit wiederkommen. Descendre, vous êtes encore sur la crinière. Notre deuxième conseil s'adresse en particulier aux personnes en situation de handicap. De plus en plus de musées ont pris le virage de l'accessibilité en améliorant les parcours mais aussi en rendant les œuvres visibles pour ceux qui ne les voient pas. Au musée de Flandre à Cassel, on met l'art au bout des doigts. Des maquettes tactiles permettent de toucher les tableaux. Principe identique au musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières, les personnes malvoyantes peuvent appréhender les œuvres grâce à des reproductions en 3D. La liberté de pouvoir toucher, parce que souvent on n'a pas le droit. Souvent on nous interdit de toucher et là, c'est le but, c'est toucher et puis forcément si on a le droit de toucher, on a la découverte, on découvre. Au musée d'art de Nantes, une application mobile propose des vidéos en langue des signes ou des explications pour faciliter la visite. Le musée s'est également doté d'écrans tactiles pour décortiquer les œuvres. Les nouvelles technologies font leur entrée dans les musées. C'est notre troisième conseil. Pour une visite interactive ou immersive, pensez au parcours high-tech. Au musée Georges de la Tour de Vic-sur-Seille, vous pouvez visiter l'atelier de l'artiste en réalité virtuelle. On a l'impression à la fois d'être dans le tableau et d'être avec son auteur. C'est assez extraordinaire. Une manière aussi de découvrir des tableaux de Georges de la Tour exposés aux États-Unis, en plus de ceux de la collection permanente. On récapitule pour faire de votre visite au musée une expérience inoubliable. Privilégiez les petits prix des passes multisites. Rendez-vous dans les institutions qui s'adaptent à votre handicap ou dans les musées connectés. Le son, l'image, le toucher vous feront poser un autre regard sur l'art. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, retrouvez cet instant pratique en replay sur France.tv. Cette question maintenant. Comment lutter contre la prolifération de chats errants? Ils sont de plus en plus nombreux. Il faut dire qu'un couple de chats peut à lui seul engendrer une descendance de 20 000 individus en 4 ans seulement. La seule solution devient alors les campagnes de stérilisation menées par des bénévoles. C'est ce que l'on voit tout de suite à Marseille. Les petits chats, les petits chats. Ces petits chats n'appartiennent à personne. Des chats de rue, des chats errants, comme on en voit dans toutes les cités de Marseille. Allez, on mange. Tous les ans, des nouveaux chats sont abandonnés
Des nouveaux chats, il y a des portées tous les 2 mois. Donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Certaines personnes nous disent de ne pas leur donner à manger, qu'ils ne feront plus de bébés, mais on ne peut pas les voir dépérir. On leur donne à manger, quand même. À l'autre bout de la ville, voici Marianne, infirmière de profession. Mais à la tombée du jour, c'est à une autre mission qu'elle se consacre, capturer les chats. On les appelle les mères nourricières. Elles sont 180 officiellement répertoriées par la municipalité. Bénévoles, elles aident à la stérilisation des chats pour lutter contre leur prolifération. C'est des cages qu'on s'est soit construites nous-mêmes, soit qu'on a achetées. C'est du matériel spécial, c'est un certain coût et faut être patient. Patiente, Marianne l'est. C'est sur les mères nourricières que repose la responsabilité de piéger les chats et elles sont débordées. Depuis janvier, moi je note toutes les stérilisations les chats que j'ai attrapés, j'en suis à 100. Quand on arrive, des fois il y a des groupes de 30, 40, 50 chats dans des états lamentables. Personne n'est stérilisé, plein de chatons mourants, donc nous ça nous fait de la peine, donc on le fait. Et donc à force, on a de plus en plus de groupes à charge. Et c'est qu'on ne se sent pas aidé par les municipalités. Quelle politique mène la cité phocéenne pour gérer les petits félins une fois capturés? La ville de Marseille les confie à un centre de soins basé à Tretz, la fondation Clara. Elle a été la seule à répondre à l'appel d'offres de la ville. Un marché de 90 000 €, reconductible. Le coût, 80 € par mâle, 100 € par femelle. L'objectif, stériliser 900 chats. On entend souvent des calculs qui sont assez fantaisistes sur le nombre de chats. Donc nous, on a tablé sur à peu près 1000 chats, un peu moins de 1000 chats. Et je pense que donc, effectivement, l'objectif sera atteint. Si on se rend compte qu'effectivement, il faut faire plus et faire mieux, bien, on étudiera ça. C'est donc à Tretz, à 40 km de Marseille, que les chats passent sur la table d'opération. En préambule, chaque animal est pucé. Et ensuite, on lit, ouais, maintenant il y a un numéro, donc la chatte est bien identifiée, conformément à la réglementation. En France, la stérilisation des chats n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Il faut vraiment stériliser les animaux dès qu'ils sont à l'âge de la puberté, ça va très vite, sinon c'est exponentiel. Hein. Il ne faut pas se laisser déborder, c'est vraiment super important que les municipalités gèrent ça. C'est important aussi que les habitants ne nourrissent pas forcément trop les chats des rues, parce que les populations s'adaptent aux ressources du lieu. Donc quand il y a abondance de nourriture, très clairement, les populations de chats ont tendance à être en expansion. Une fois opérés, ces chats sauvages ne sont a priori pas destinés à l'adoption. Ils retrouveront leur milieu et leur groupe. On les garde à la nuit, toute une nuit en observation, et le lendemain, ils sont restitués. Les mères nourricières viennent les récupérer sur Marseille et les relâchent sur site. Des mères nourricières qui espèrent la mise en place d'un partenariat avec les vétérinaires des quartiers de Marseille pour plus de proximité. Ce serait plus efficace d'avoir plusieurs cabinets vétérinaires sur Marseille volontaires à différents axes géographiques qui permettraient aux associations, aux nourricières d'amener leurs chats quand elles les attrapent, que nous, on les opère peut-être pas le jour même et le lendemain, qu'on puisse les garder un jour ou deux. Je pense que ce problème serait facilement résolu en trouvant 3 ou 4 cabinets vétérinaires volontaires sur Marseille. Encore faut-il réussir à attraper ces milliers de félins pas forcément dociles, et ça, va falloir s'accrocher. Oui, ici en France, seule l'identification des chats est obligatoire. En Belgique, c'est la stérilisation qui est imposée. Notre instant Vivre ensemble nous emmène ce matin à Bordeaux pour découvrir la Maison Rose, un lieu où se retrouvent des femmes atteintes de cancer. Ici, on échange, on discute, on se détend. Visite d'une maison d'accueil unique en France. Vous n'êtes pas dans un atelier de clown, non, mais à la Maison Rose, un lieu refuge où les femmes qui sont ou ont été atteintes de cancer viennent faire une pause bien-être. Sandra anime l'atelier Beauté du visage. Au-delà de son rôle d'esthéticienne, elle conseille des personnes fragilisées. J'essaye de faire passer que dans la vie, il y a des moments où des accidents de vie peuvent arriver et la maladie en fait partie. Et toute femme, tout homme, souvent se regarde dans le miroir en regardant ce qui ne va pas. Et Dieu sait que c'est compliqué quand il y a la chute de cheveux, quand le visage est marqué par les cernes, par la fatigue, de se regarder en se disant « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ?»
Trouver de la douceur pendant ou après les traitements, se ressourcer, oublier un peu la maladie, voilà ce que propose la Maison Rose depuis 2 ans. On y apprend aussi à rester femme pendant son cancer. La féminité, c'est très important. Moi, toujours, j'ai voulu la conserver, notamment quand j'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Bon, là, ça repousse. J'avais besoin de savoir comment redessiner les sourcils, comment créer une illusion de cils aussi. J'ai appris tout ça à la Maison Rose pour me redonner un visage plus humain. Parce que moi, j'avais l'impression de ressembler à un alien. Des conseils sur les ongles, des trucs pour soigner sa peau agressée par les thérapies, ces ateliers donnent aussi des solutions à la perte des cheveux et des poils. Un moment d'échange entre femmes qui vivent la même épreuve. Moi, je connais la perte de sourcils comme ma voisine, donc c'est vrai que oui, effectivement, il y a ce lien-là qu'on ressent quand on rentre dans ce lieu. Mais qui est, moi, je trouve un lien bénéfique, du coup, justement. Parce que c'est quelque chose qu'on partage. C'est bien de partager. Dans cet appartement cosy de 120 mètres carrés au cœur de Bordeaux, l'accès est libre et gratuit. On y trouve de nombreuses activités comme le yoga et la danse, mais aussi des espaces de lecture, de cuisine et même du coaching pour trouver un emploi. Au salon, aujourd'hui, Caroline présente son livre et son histoire d'ancienne patiente. Elle évoque les groupes de parole qui l'ont aidée à protéger sa famille. Le conjoint, les enfants et... On veut préserver de certaines choses, alors qu'avec les femmes qui ont partagé cette expérience de vie, eh ben, on en est un petit peu au même niveau en fait sur ce qu'on a vécu. Et donc on a fait une barrière qui est tombée et on va directement aller à l'essentiel et on se comprend de cœur à cœur. Cette Maison Rose soigne à sa façon. Elle rend aux femmes leur beauté, leur dignité et leur confiance en elles pour mieux poursuivre leur combat. Et pour plus de renseignements sur ce lieu unique en France, ce site est à votre disposition. Regardez, c'est maisonrose.fr. À suivre dans l'instant R, la quotidienne des régions, une balade au fil de l'eau à bord d'une gabarre. C'est un ancien bateau marchand qui descendait la Dordogne. Une autre façon de visiter cette très belle région, vous verrez. On va ensuite faire une rencontre absolument incroyable. On va rejoindre Philippe à Couéron, c'est en Loire-Atlantique, et il voue une passion pour les reptiles. Dans son salon, il n'a pas de chien ou de chat, mais des alligators en liberté. Il récupère et protège ces animaux issus de trafic ou abandonnés. Avant cela, on s'intéresse au lait de jument qui n'est pas aujourd'hui reconnu comme lait infantile. L'entreprise Chevalet en produit et se bat pour dépasser les réglementations qui l'entourent. Certaines mères décident d'ailleurs de l'utiliser coûte que coûte. Pour Vanessa, par exemple, il n'y a rien de mieux pour son enfant. Notre équipe de Nantes l'a rencontré. Mathis, 5 mois, 5 kilos, 55 cm. Un bébé éveillé, en pleine santé, nourri contre vents et marées par Chevalet. J'ai eu un bébé qui est né juste 2 semaines en avant, qui avait un tout petit poids, qui a eu beaucoup de mal à reprendre du poids. Donc ils m'ont interdit catégoriquement de donner ce lait de jument en disant que je mettais la santé de mon bébé en danger. Ils m'ont forcé donc à donner leur lait, leur nourrette. Sauf que mon bébé régurgitait à chaque fois, on voyait bien que ça passait pas. On a essayé sous l'avis du médecin un autre lait pour éviter justement toutes ces régurgitations et ces coliques. Rien n'y a fait. Donc j'ai malgré tout continué, même si mon bébé n'était pas très bien, à lui donner les laits qu'on m'avait conseillés. Et quand il a commencé à se stabiliser au niveau du poids et à avoir bien repris, j'ai rien dit à personne et je me suis mis au lait de jument, comme je voulais. Et du jour au lendemain, plus de renvoi, plus de coliques. Vanessa a 2 autres enfants, 2 grands gaillards qu'elle a nourris tout petits au lait de jument, sans que ça pose le moindre problème. Pourquoi alors, 17 ans plus tard, est-ce devenue tellement sensible que les médecins la culpabilisent? Je pense qu'il n'y aurait pas eu l'histoire Lactalis, on n'en serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'envoyer votre mail à Madame de Cailleux? Ma mauvaise expérience à l'hôpital, tout d'abord, et puis ensuite le fait que ce lait ne soit pas reconnu comme lait infantile, en fait, alors qu'il a des vraies vertus qui sont reconnues d'ailleurs dans d'autres pays. Moi, je connaissais déjà l'histoire des Mongols, tout simplement. Pour eux, il n'y a aucun souci avec le lait de jument. Mais chez nous, l'industrie laitière s'est entièrement focalisée sur le lait de vache. Rendement oblige. Du coup, toutes les études, toutes les recherches, toutes les réglementations portent uniquement sur ce lait de ruminant. Le lait de jument est bu par l'homme depuis la nuit des temps. On sait qu'il est proche du lait humain,
mais on manque d'études sérieuses pour valider ce savoir ancestral. Il faudrait avoir à la fois des garanties scientifiques, des garanties réglementaires, et oui, des études pour montrer sa place, son intérêt, ses limites, ses insuffisances, voir comment on peut l'améliorer. Car on ne donne pas de lait de vache aux tout petits, mais des préparations modifiées. Rien ne s'opposerait alors à faire la même chose avec le lait de jument, moins gras que le lait de vache et riche en vitamine C. On pourrait envisager que les préparations infantiles soient faites avec du lait de jument, à condition que la préparation infantile à base de lait de jument réponde aux caractéristiques exigées par la réglementation pour la composition de ces préparations infantiles. Donc on ait des teneurs en lipides, en protéines, en sodium, en calcium, etc., en vitamines qui soient conformes. Mais cela pourrait être envisagé, bien entendu. Comme il est rare, le lait de jument, frais, pasteurisé, est cher. Mais ce n'est pas un problème pour Vanessa. Ça ne décourage absolument pas, puisqu'il a des tas de vertus, ce lait, aussi bien pour le diabète, le cholestérol, plein d'autres choses, sur l'obésité aussi, puisque c'est un lait qui est très peu gras. Donc, vaut mieux mettre le prix tout de suite et éviter des problèmes de santé, comme on peut voir toutes les maladies qu'on peut avoir plus tard. Le rêve des deux Cailleux, c'est qu'une véritable filière se crée. Ainsi, les prix baisseraient et la race percheronne ne serait plus menacée. Aimer les chevaux, une passion somme toute classique. Mais adorer les cobras, les scorpions, avoir pour animaux de compagnie des alligators, vous avouerez que c'est moins courant. Les reptiles, Philippe Gillet les adore. Alors avec son association, il récupère et bichonne ces animaux issus de trafic ou abandonnés. Sa maison située en Loire-Atlantique est devenue un refuge pour le moins hors du commun. C'est l'instant portrait. Viens là, viens là, viens. Viens là, idiot. Viens là, mon bébé. T'as fini ton cinéma. Hein? T'arrêtes un peu? La scène peut paraître incongrue, mais entre Philippe Gillet et son iguane rhinocéros, c'est une longue histoire d'amour, comme pour la plupart des 400 animaux qui vivent chez ce spécialiste de 67 ans. Ouais, préfère les bananes. Ces animaux qu'on a importés par le commerce à droite et à gauche, c'est des ambassadeurs qui sont là pour représenter leur espèce. On peut les montrer aux gens et leur dire, regardez, ils sont sympas, ils sont pas horribles. Non seulement on vous le dit, mais on vous le prouve. Regardez ce qu'on peut faire avec des alligators, avec toutes sortes d'animaux. Qu'est-ce qu'il y a, mon gator? Qu'est-ce qu'il y a, mon gator? Au premier étage de la maison, 2 crocodiliens de 2 mètres de long partagent son salon. Ali et Gator étaient promis à devenir de jolis sacs à main en Israël, avant l'intervention de leur sauveur. Ces deux-là, personne n'en voulait, ils étaient esquintés, pas beaux, pas propres. Et j'ai eu un coup de foudre, je les ai achetés. Et je me suis occupé d'eux. Et ils me rendent bien l'amour que je leur ai apporté. Et ils défendent mon territoire, parce que c'est leur territoire et je suis le dominant. Gator qui est là, lui, oui Gator, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Qu'est-ce que tu veux? Lui, il dort toujours devant ma porte de chambre, comme si on protège le mâle dominant. Cette position de dominant permet à Philippe d'apprivoiser la plupart des reptiles les plus dangereux de la planète, comme ce King Cobra de 4 mètres. Je reste dominant, il connaît ma voix, il connaît les vibrations de ma voix, donc il va se mettre en sécurité derrière en disant il vient nettoyer, parce que j'amène pas à manger. Et donc il sait très bien que là, je vais pouvoir enlever des petites mues tout en surveillant la tête, en faisant très attention évidemment, parce que là, encore une fois, on n'a pas droit à l'erreur. Retourne chez toi. Au sous-sol, changement de décor. On leur fait une petite pluie tropicale. Voilà. Et là, elles ont compris, on va nourrir. Immersion dans un premier temps chez les amphibiens, plus précisément les dendrobates. Ces magnifiques petites grenouilles colorées, issues d'Amérique du Sud, sont pourtant réputées pour leur poison très toxique. Et là, elles vont commencer à manger un peu partout. C'est la connaissance pour lutter contre la peur. Il n'y a que ça comme médicament. Et grâce à ça, on peut peut-être commencer à vivre en symbiose avec notre nature et protéger notre descendance. C'est ça qui est surtout important. Oui, t'as faim? Dragon de Guyane, mygale de Leblon, la plus grosse araignée du monde, ou encore scorpion troglodyte. On trouve toutes les espèces chez cet autodidacte assumé. Qu'ils soient noirs, blancs, avec des pattes, pas de pattes, des poils, des plumes, ils sont simplement différents. Personne n'achète, tout le monde n'achète pas une voiture rouge. Les gens achètent des voitures bleues, grandes, petites. C'est ça la diversité. La nature nous la donne, on la refuse en bloc. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est dommage. Apprenons déjà à accepter la nature comme elle est. Et là, putain, c'est le paradis sur Terre. Oui, enfin, j'aurais un peu de mal quand même.
Allez, on part prendre un bon bol d'air maintenant à bord d'une gabarre. C'est un ancien bateau marchand qui naviguait sur la Dordogne. Aujourd'hui, évidemment, alors on ne transporte plus de marchandises, mais une réplique de l'un de ces bateaux est devenue un formidable moyen de transport pour découvrir la région. Direction Spontour, c'est en Corrèze. Promenade pour touristes sur les eaux calmes de la Dordogne. Autrefois sauvage, la rivière est depuis longtemps domptée, assagie par les nombreux barrages qui régulent son écoulement. Alors vous savez bien comment s'appelle ce bateau? C'est une? Et oui, mais les gabarres, c'est un terme générique qui comprend tous les bateaux à fond plat qui naviguent sur les rivières. Ce bateau aussi s'appelle un courpé, 16 mètres de long, 3 mètres de large et 3 à 5 tonnes. Ce bateau est la réplique des anciens navires marchands. Il y en a eu des centaines sur la Dordogne, la grande époque de la batellerie. Frédéric Pesteil raconte dans son livre ce commerce fait avec des planches et des piquets de bois. On transportait beaucoup de bois, deux types de bois, du chêne, sous forme de mérins. Le mérin, ce sont des planches de chêne destinées à faire des douves pour la tonnellerie, dans le Bergeracois, dans le Libournais, dans le Bordelais. Qui ont le besoin pour leurs tonneaux de ces bois et qu'on trouve dans deux forêts en France, c'est les forêts corréziennes, Limousine et les forêts du Troncé. Et puis le châtaignier, là aussi prépondérant, on en fait des piquets de vigne, de la carassonne comme on dit. Le châtaignier est imputrescible, donc est tout à fait idéal pour ce type d'emploi. À Bergerac, à Bordeaux, les vignes, en Corrèze, les forêts. Et voilà une économie qui a longtemps prospéré, donnant du travail aux habitants qui vivent le long des berges de la rivière. Il fallait préparer le bois pour les barriques, les piquets de vigne. Il fallait également fabriquer les embarcations. 300, 350, 500 constructions par an, car le voyage est à sens unique. La plupart des bateaux étaient bien incapables de remonter la Dordogne à contre-courant. Ceux qui étaient construits en chêne étaient construits pour durer, on les vendait comme bateaux d'allège dans le bas pays. Les autres étaient en bois blanc, tremble, hêtre, frêne, etc. Et ceux-là étaient déchirés, pour reprendre une expression de gabarier, c'est-à-dire démolis, à Bergerac, à Libourne, etc. Et les gabariers vendaient ça pour très peu de choses. Et le bateau servait de bois de chauffage, de clôture, etc. Et les gabariers ont monté ensuite à pied avec la solde de la cargaison, car c'est la cargaison qui était importante d'un point de vue pécunier. Sur notre courpet, les passagers découvrent cette histoire fluviale. Les cargaisons de 20 tonnes, les malpas, les mauvaises passes, un bateau sur 100 n'arrive jamais à destination. Ah mais non, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'ils emmènent tout ça. Parce que pour passer les précipices, là où c'était dangereux, merci. Avant, ça devait être nettement plus risqué. C'était un torrent de montagne qui faisait ce qu'il voulait. Qui faisait ce qu'il voulait et avec les conditions de terrain et tout ce qui s'y passe, et la proximité des montagnes et la pluviométrie qu'on a dans la région, ça pouvait être plus que dangereux. Au temps de la batellerie, la Dordogne est une rivière tumultueuse. La navigation ne se fait que 2 fois par an, au printemps avec la fonte des neiges et à l'automne avec les crues. Les paysans et les bûcherons se font alors gabarier. Et les anciens en parlaient, ils en parlaient avec nostalgie, et les plus jeunes savouraient d'avance l'envie d'essayer, quoi, un petit peu. 5 jours de descente avec le courant et près de 3 semaines à pied pour rentrer chez soi. C'est mon histoire d'une certaine façon parce que mon arrière-grand-père était un des derniers gabariers et donc son surnom c'était Bonnet Blanc. Mais ce passé de la vallée, il est porté par tous les gens qui ont vécu ici parce que la rivière c'était ce qui les faisait vivre en fait. Donc bien sûr qu'il y a un lien, même pour moi, arrière-petite-fille, il y a un lien avec la Dordogne. Le 3e record de France, je vous ai dit que c'était celui de la charge. Des siècles de transport fluvial ont façonné l'économie de ce territoire, puis est arrivé le train et ensuite les camions. La batellerie s'est éteinte.
Ils arrivaient même à descendre des cochons. Reste aujourd'hui dans cette vallée, dans les villages, à Spontour, à Argentat, le souvenir d'une riche histoire qui se raconte au fil de l'eau. Et si ces balades vous tentent, eh bien vous retrouverez les infos pratiques sur guide-du-périgord.com. Une très belle région. L'instant RC est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous donne rendez-vous demain à 10h50 pour sillonner notre beau pays et ouvrir différents instants de vie grâce au reportage du réseau régional de France 3. L'instant pratique sera notamment consacré à la cueillette des champignons cette saison. Comment ne pas se tromper? Eh bien, on vous donnera des astuces pour remplir votre panier et faire une bonne poêlée. À demain, très belle journée tout de suite. C'est Midi en France.